Wesh la team, cette vidéo ça sera la première parmi une série qui va expliquer plusieurs aspects du jeu à un niveau intermédiaire jusqu'au niveau haut qu'on vise, hein. Donc ça veut dire plutôt GOD+. Et ça s'applique jusqu'à ce niveau-là et même après. Mais ça reste des bases, ça reste très important. Donc prenez des notes. Vous pouvez revenir sur cette vidéo après si ça vous chante, mais vraiment prenez des notes, ça va être très important. Ça va être chargé d'informations. Alors, ça sera structuré en 4 parties, grosso modo. D'abord, on va parler de pourquoi est-ce que l'attaque est meilleure que la défense. C'est vraiment important, parce qu'en fait, le raisonnement va se baser sur ça. Le raisonnement entier de la vidéo va se baser sur ce raisonnement, donc vraiment c'est important, suivez ça. Deuxième partie, c'est quoi une situation avantageuse? Ça, on va en parler, pas trop en détail, mais on va l'aborder, on va définir ça surtout. Troisième partie, enfin, le neutral. Le neutral qui va mettre en place la dernière partie qui va être le game plan. Donc, pourquoi l'attaque est meilleure que la défense? Comme j'ai dit, le raisonnement entier va se baser sur ce point, c'est vraiment fondamental, c'est la base. Donc on pourrait se dire que c'est logique en fait, qu'il n'y a pas besoin de le démontrer, c'est juste logique, tout le monde le sait, c'est common knowledge comme on dit. En réalité générale, je fais le mec English un peu. Mais il faut le démontrer, parce qu'en fait, il faut être convaincu par ça. Si quelqu'un te pose la question de lui expliquer pourquoi et que tu bégayes, ça le fait pas. C'est juste une question de risk-reward, oui, mais on va détailler. On va prendre des exemples concrets, des exemples donc de différents personnages que vous connaissez pour faciliter votre compréhension, mais aussi des personnages que vous connaissez pas, comme ça vous apprenez aussi des choses et c'est instructif. Pour commencer, on va prendre un exemple qui vous est bien familier, Kazuya Mishima. Le game plan de Kazuya plus ou moins, c'est 50-50. Ça s'appuie sur un mid, la récompense c'est launch, et le risque c'est de finir en -3. Le low c'est hell sweep, la récompense c'est un knockdown, et le mind game on wake up. Et dans le risque pour lui, c'est de se faire launch. On va partir du principe bien entendu que tu ne peux pas sidestep et que le mix-up est garanti et que c'est un true mix-up. Tu peux pas sidestep, tu dois guess. Ça sera plus simple pour l'exemple. Donc si je vous posais la question là maintenant comme ça, à partir de combien de 50-50 gagnés, est-ce que ça devient rentable pour lui de mix-up? Vous allez me donner peut-être un chiffre au hasard, ou peut-être que vous allez réfléchir et me donner un chiffre précis, pour me dire que ça dépend de sa capacité à bien guess. Mais en vérité, ça ne dépend pas vraiment de son skill à bien guess, mais plutôt sa capacité à comprendre le système de risk-reward et de faire des choix à haut pourcentage. Je vais détailler. Prenons un exemple. Sur une dizaine de mix-up, il peut en perdre 7 tout en restant très value pour lui. Tout dépend en fait de quel mix-up est-ce qu'il a perdu. Et oui, parce que s'il a perdu 7 en ratant si hell sweep, il a beau en avoir gagné 3, il s'est fait envoyer en l'air 6 fois quand même, c'est compliqué. Par contre, si on prend la situation inverse où il perd 7 fois, mais ce ne sont que des mids, pas c'est rentable pour lui. En fait, le but, c'est de ne pas se faire call-out sur l'option risquée pour lui, qui est le hell sweep. Et comme c'est lui qui est sur l'offensive, et bah il choisit quand est-ce qu'il prend le risque. Alors que du point de vue de celui qui défend, à part guess, t'as pas le choix. Tu peux faire des choix à haut pourcentage et éviter de faire l'option la plus risquée pour toi, dans ce cas-là, ce serait de crouch. Mais le risk-reward, il est pas en ta faveur. Et si le mec d'en face ne veut pas prendre de risque, il n'aura pas à le faire, alors que toi, t'es tout le temps exposé au danger des deux options. Voilà pourquoi l'offense est meilleure que la défense, même si ça paraît d'une évidence, faut comprendre ça et que ça soit conscient pour pouvoir le prouver, et ça va servir pour la suite de la vidéo parce qu'on va parler du neutral. Alors, le neutral, enfin, en fait, le neutral, c'est un pierre-feuille-ciseau permanent. Chacune des 3 options bat une autre, mais se fait battre par la troisième. De quoi c'est composé? L'agression, le keep-out et le bait. L'agression bat le bait, mais se fait battre par le keep-out. Par défaut, donc cette option d'agression est vraiment bonne vu que ça te met en avantage, et comme on l'a vu dans le chapitre d'avant, c'est ce que tu veux dans Tekken 8 saison 2. Le keep-out bat l'agression, donc en général ce sont des moves comme des down forward 2, certains types de counter hit launcher, ou le bon vieux électrique.
Le keep out, c'est un pré-shot que tu fais sur le timing de l'adversaire. Tu peux pas react, sauf dans certains rares cas avec des coups qui sont vraiment très lents, ou dans d'autres jeux de combat, hein, comme Guilty Gear, où tu as certains coups auxquels tu peux react. Pour battre les keep out, il faut les bait. Donc pour les whiff punish, et ça par contre, c'est du react. En général, tu dash block, tu sidestep block, etc. Et dès que tu vois un whiff, tu react et tu punis. Une erreur commune qu'on voit souvent, c'est de forcément essayer de launch tous les whiffs possibles. Mais si vous jouez contre un Mishima qui est électrique dans le vide, ou un personnage qui a un down forward de générique, vous verrez bien pourquoi c'est une erreur. Même un light punish, c'est très bon. Et je détaillerai plus tard en quoi on s'en fiche d'avoir un launch, même sauf s'il est vraiment gratuit, c'est pas important. Donc bien sûr, un joueur avancé va avoir tendance à utiliser des moves comme des jabs dans le vent ou qui recover vite pour bait justement un whiff punish. Et bien sûr, un joueur qui abuse du bait contre vous, il faut juste le rentrer dedans avec votre agression, que ce soit un mix-up, que ce soit un low, on va détailler un petit peu après ce genre de choses, ou soit juste se mettre en situation avantageuse de manière générale. Et justement, c'est de ça dont on va parler. Donc là, on va parler de ce qu'est une situation avantageuse. Si vous avez suivi l'intro, cette partie était censée être avant le neutral. Si vous ne l'avez pas remarqué, vous êtes des vilains chenapans. Mais en tout cas, une situation avantageuse, donc vous comprenez que c'est des plus frames. Ça peut être des vrais frames, comme des mental frames que vous avez créés à force de mind game, de changement de layer, de conditionnement. Et ça sera le sujet détaillé d'une vidéo complète pour une autre fois. Là, je vais vous donner un avis là. Je préfère ne pas avoir de combo à 120 dégâts, mais avoir une situation fortement avantageuse de wall plutôt que l'inverse. En fait, run son offense est la priorité absolue dans le jeu. Généralement, ce qu'il y a de plus intéressant dans un combo, c'est la possibilité d'emmener son adversaire au mur pour tirer profit de la situation avantageuse que ça donne. Donc gardez en tête qu'un simple whiff punish, même si c'est pas un launch, c'est vraiment une victoire plus que suffisante. Donc sauf si c'est gratuit, prenez ce que vous pouvez avoir et sans plus. Et là, on entre dans la dernière partie qui va être la plus longue, mais qui va rassembler tout ce qu'on a vu avant. On va parler du fait de formuler un game plan pour le neutral. Donc, comme on l'a dit, il y a l'état d'avantage, naturellement l'état de désavantage, et le neutral. Le joueur qui prend les meilleures décisions dans chacun de ces trois états est logiquement celui qui va gagner la plupart du temps. Aujourd'hui, on parle surtout de l'état neutral, et créer un game plan pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc pour commencer, on peut voir le neutral comme une course à celui qui aura l'avantage en premier. Et comme vous le savez, tous les personnages ne sont pas égaux de ce point de vue-là, et vous allez devoir jouer autour de la force de votre personnage concernant le neutral. On va prendre un exemple de match-up concret avec des persos que vous connaissez. Jhin contre Reyna, joué de manière optimale. Dans la course de celui qui va se mettre en avantage au premier, Reyna ne peut pas perdre. Son forward 2, c'est un outil de domination de neutral. À niveau intermédiaire, une erreur pour Jhin, ça serait d'essayer de contester sa domination dans le neutral, mais c'est pas possible. Il a de bons engages avec Whale Running 3 forward 2, donc son Demon Bow, mais ça ne fait juste pas le poids. Quelque chose qui va augmenter le win rate de notre Jhin contre Reyna, ça sera de comprendre et d'accepter que sa course, pour se mettre en avantage, elle est perdue d'avance. Mais plutôt de se dire que sa mission maintenant, c'est de ne pas se faire mettre en désavantage. Et ça va changer sa perception du jeu. Si vous avez bien suivi le chapitre sur le neutral, comment contrer l'agression de Reyna avec du keep out. Réfléchir de cette manière durant le chargement de la map, donc avant la partie, va vous économiser beaucoup de rounds perdus. Bien entendu, à haut niveau, Reyna va comprendre que Jhin de mettre des keep out et va commencer à bait, puis ça va découler dans des mind games où Jhin saura qu'elle va bait et va carrément engage, ce qui va inverser la situation de base. Mais ça va vous étonner, mais ces réflexions-là souvent ne sont présentes qu'à partir de GOD plus et encore. T'as des gens qui maîtrisent pas encore ça. Bon, maintenant je vous ai donné un exemple, mais il va falloir apprendre à identifier quel personnage ont le droit de réfléchir comme Reyna ou comme Jhin.
Alors bien sûr, je précise que dans certains rares match-ups, c'est Jhin qui a la priorité, tout dépend des personnages en face. D'abord, on va devoir identifier plusieurs éléments, 5 pour être précis. Donc pour définir à quel point un personnage a la priorité dans le neutral pour appliquer sa pression, on va essayer de chercher dans ce personnage-là 5 types de moves. Le premier, un plus unblock pressure move, qui fait généralement passer en stance, et je n'ai pas besoin d'expliquer en quoi ça donne l'avantage, là vous avez plusieurs exemples. Ensuite, un Advancing Safe on Block Move. Donc un move qui ressemble à un Demon Paw, qui sont des low risk high reward moves qui ont moins de tracking que les moves pressure d'avant en général. En fait, le timing est tellement strict que ça les rend compliqués à counter. Ensuite, on a un Advancing Low, donc des lows qui startent la pressure et qui ont des plus frame on hit, qui font passer en stance ou ce genre de choses. Donc dans cette catégorie-là de low, il y a bien sûr des sous-catégories, parce que tu as certains moves qui sont plus risqués que d'autres, mais qui donnent de l'évasion aussi. Donc si vous en avez un, c'est vraiment un énorme avantage. Donc il vous faudra aussi un coverage. Ça sera un move pour couvrir votre low justement, et selon les personnages, ça peut être très différent. Mais généralement, ce sont des down forward 1 ou tout type d'autres mid-check. Et pour finir, la dernière catégorie de moves, ce sont les string pressure. En fait, ça ressemble à des down forward 1-2, comme celui de Nina ou celui de Ana, donc des strings avec des extensions qui se cancel into pressure, mais qui ont des extensions qui counter it launch par exemple, et qui rendent très difficile de contest. Si tu contestes pas, tu te prends la pressure, c'est très fort. Et les personnages avec ce string là ont en général un avantage gigantesque. D'ailleurs, les personnages top tier, ce sont des personnages qui ont beaucoup de ces moves là en fait. Et les personnages qui ont du mal, ce sont ceux qui en ont pas ou très peu. Et l'un des principaux problèmes de la saison 2, c'est justement que tout le monde a un peu de ces moves-là, ce qui fait déjà perdre leur identité, mais aussi rend tout le monde un peu fort. Donc là, c'est pas du Doom Post, hein, c'est juste pour mieux comprendre la méta et essayer de s'améliorer. Donc là, on va faire un dernier exercice pour finir. On va prendre un match-up au hasard et on va faire de la théorie dessus, pour récapituler et conclure. Bryan contre Lily. Donc là, c'est le moment où vous êtes censé faire tout sur la vidéo. C'est le schéma tout seul, vous connaissez. Alors, je vous ai mis les catégories de moves, comme ça au moins vous les avez devant vous. Et vous essayez de remplir selon vos connaissances et d'essayer ensuite de conclure comment chacun des deux personnages va faire son game plan. Ensuite, lorsque vous allez revenir, je vais vous expliquer en détail chacun des catégories de moves, ce que chaque personnage possède, et ensuite on va en parler. Donc, tirez vos conclusions, puis revenez. Déjà, on va commencer plus un bloc pressure move. D'un côté, on a Lily qui a Wild Running 1+2, qui la met en +4, et QCF 3+4, qui aussi la met en +5. Bryan, lui, n'a pas vraiment de move Wild Running ou forward intéressant pour se mettre en +5, mais il possède le move aux multiples fonctions, QCB1, donc qui sert de keep out et de counter hit launcher, mais qui manque de range par rapport à Lily en tout cas, mais peut servir d'engage de manière situationnelle vu qu'il est plus simple. Pour les Advancing Safe on Block attaque, c'est serré, c'est beaucoup plus serré cette fois-ci. Bryan a Requiem, donc QCF 1+2, qui est Safe on Block, Infinite Range Hit Engager, et certainement l'un des meilleurs moves de sa move list. Il a Forward 2, et il a Forward 1+2 avec Snake Eyes, donc son install pour ceux qui connaissent pas. Lily a des outils comme Down Forward 3+4 et 3+4 qui ont une excellente range qui touche de très très loin, mais qui sont moins rapides que les boutons de Bryan. Pour les Advancing Low, les deux personnages ont beaucoup de chance. Lily a Down 3, track extrêmement bien, plus 1 on hit, et qui a une range phénoménale pour un low aussi peu risqué. Ou sinon Down 1+2 qui a moins de range mais qui est plus avantageux en bloc et qui la met en backturn. Ou encore mieux avec Forward 4 qui combine range et frame. Bryan, quant à lui, a le Hatchet, donc QCB3, qui a beaucoup moins de range que le lot de Lily, mais un très juteux +5 en récompense. Pour couvrir leur lot, Lily a le Down Forward 1 générique, donc Startup à 13 frames, moins 1 on block, mais en général elle doit privilégier Down Forward 4, qui traque beaucoup mieux même si c'est moins 8 on block, et elle a aussi une extension avec un lot. Bryan, quant à lui, a le Down Forward 1 hit confirmable, mais qui est punissable, à moins 10. Donc il va généralement utiliser Down Forward 2 et Down 2 qui ont chacun une extension qui counter hit launch. Justement, ça fait une très bonne transition pour parler de la dernière partie, les pressure strings.
Donc Brian n'est pas connu pour des strings vraiment forts, mais il a quand même down 2-3, comme on l'a vu avant, donc l'extension qui counter hit launch, 1-2-1, qui counter hit launch aussi, qui va te faire respecter le 1-2. Lily a back 1, qui transitionne en Juglide, qu'elle peut cancel. Elle a justement une extension back 1-4. Elle a aussi 3-1, qui a une range incroyable, qui a une extension high qui est safe, ou sinon, elle peut juste faire 3 pour aller en back turn. On peut aussi citer Sidestep 4, qui lui donne quelques mains de game en plus d'être un counter hit launch, et aussi énormément de range. Vous commencez à connaître les en même temps. La range sur ce personnage, c'est son point fort. Donc au final, maintenant qu'on a tout identifié, qui a la priorité, et ça va lui permettre d'avoir la priorité. Jouer proprement, chaque personnage a des outils vraiment incroyables. Mais le mouvement de Lily avec le spacing peut vraiment la placer dans la range qu'elle veut. Alors ne pas avoir la priorité, bien sûr, ça veut pas dire que le neutral est perdu. Vous connaissez Brian, il a des keep out les plus forts du jeu, qui counter hit launch. Donc si Lily veut jouer l'agression, c'est contre-productif pour Brian de match ça, et c'est ça qu'on veut apprendre. Et donc il jouera plutôt le keep out pour contrer ça. À haut niveau bien entendu, c'est vraiment très prévisible, et à tous les coups Lily va essayer de bait, mais ici on rentre dans les mind games, les layers comme je l'ai dit avant. Alors pour conclure, Lily peut se permettre de lui rentrer dedans et de l'engage à la range qu'elle veut, mais Brian il a un keep out incroyable. Ça serait pour lui contre-productif d'essayer de l'engage de toute façon. Donc ce qu'il peut faire aussi, c'est poke avec ses très bons lots comme down 4, down back 3, down 3 plus 4 cancel, etc. Pour rendre la Lily impatiente et essayer de la counter hit launch. En tout cas, j'espère que vous avez compris, et si vous êtes arrivé jusque là, c'est déjà bien. Donc comme vous pouvez le voir et comme on l'a vu avant, le pierre-feuille ciseau évolue en fonction du mouvement des persos, donc sidestep, le backdash, est-ce qu'il est bon, etc. Et du tracking des moves, bien entendu. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser un maximum de questions si jamais vous avez des questions, proposer de nouvelles idées de vidéos aussi. Merci à Camille, Zeki pour la review. D'ailleurs, vous êtes probablement en train de voir cette review là maintenant. Merci. Ils m'ont donné leur avis sur la vidéo, etc. Ça m'a bien aidé. Cette vidéo aura pris au total 44 heures de travail, écriture incluse, enregistrement de toutes les scènes, de la voix et le montage. N'hésitez pas à poser des questions. Et c'est ciao!